Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Post Carrière Viens on en parle, ce podcast qui a pour but de donner la parole aux sportives et aux sportifs afin de retracer avec eux les bons mais également les mauvais moments de leur carrière. Aujourd'hui, nous sommes avec Walter Ciofani, ancien sportif de haut niveau au lancer de marteau, finaliste aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 et recordman de France. Nous allons retracer avec lui les moments forts de sa carrière, mais surtout de son après-carrière. Pour la première fois, notre père va vous raconter son histoire d'un rêve acharné. De l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, comment a-t-il réussi à se construire et se reconstruire? Comment a-t-il réussi à surmonter l'insurmontable? Nous allons voir ça de suite avec notre invité. Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode spécial portrait. Aujourd'hui, on accueille un invité assez important pour nous, puisque c'est notre père, Walter Ciofani. On va retracer avec lui les moments forts de sa carrière et surtout de son après-carrière. Aussi loin que je m'en souvienne, tu nous as toujours raconté les aventures de ta carrière, de tes péripéties, de la musculation dans le garage de ton coach jusqu'à ton arrivée à Paris avec un sac à dos et un rêve. Ce sac à dos et ses rêves t'ont mené aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et avec Anne-Cécile, on voulait te poser la question par rapport à la qualification. On sait que pour atteindre ces championnats internationaux de grande envergure, il faut réaliser des minima, c'est-à-dire une performance minimale pour décrocher son ticket d'entrée. Et ce qu'on voulait te demander, du coup, c'était quand tu as fait ta qualification, quand tu as fait ces minima, est-ce que ton rêve a commencé à ce moment-là? Non, absolument pas. Ça a même failli jamais se produire parce que la direction technique nationale de l'époque ne voulait pas emmener de lanceur à Los Angeles. À la limite un lanceur de javelot, mais aucun autre lanceur. Et ce début d'année 84, je commence par battre le record de France, qui était déjà 3 mètres au-dessus des minima demandés. Je le rebats une semaine plus tard, toujours 3 mètres au-dessus, et je continue 3 semaines après, sur une troisième compétition, à de nouveau battre le record de France. Et à ce moment-là, le DTN vient me voir un jour d'interclub, que vous connaissez, hein, comment ça se passe les interclubs, à Viry-Châtillon, je m'en souviens encore comme si c'était hier, il tombait des cordes ce jour-là. Il était présent, je fais par mauvais temps, je fais 2 mètres de plus, 2 mètres 50 de plus que les minima demandés, proche de mon record de France, de nouveau record de France. Et à la fin du concours, il vient me voir, il me dit de toute façon, je t'emmène pas. Donc, penser aux Jeux Olympiques, tout ça. Je dis bon, bah, voilà, bah, ça démarre mal ma carrière d'athlète de haut niveau. Et je continue, compétition après compétition, j'étais toujours au-dessus des minima. Arrivent les championnats de France à Lille, sous un froid de canard, à l'époque, au mois de juillet. Je fais 75 mètres, je fais 3 mètres au-dessus des minima. Et là, le DTN, dépité, vient me voir. Il me dit bon, je suis obligé de t'emmener. Je suis obligé de t'emmener. C'est pas mal comme j'ai 22 ans. Je débute ma carrière, même si j'ai été bon chez les jeunes. Mais à ce niveau-là, c'était ma première année vraiment de haut niveau. Et ben, le directeur technique, il se permet de me parler avec un ton sévère. Bon, arrive le départ pour Los Angeles. Ce qui est bien, c'est qu'on est parti pratiquement 20 jours avant le début des Jeux. Et attends papa, pour la qualification, ils t'expliquent pas pourquoi ils te prennent pas. Ils te disent juste qu'ils ont décidé de ne pas prendre... C'est très difficile à raconter parce qu'il y a tellement de choses. Il y a une phase politique, une phase politique internationale qui fait que les lancers, en particulier les lancers, on n'était pas, comment il avait dit, exportable. Voilà le mot qu'il avait utilisé. Les lanceurs ne sont pas exportables dans les grandes compétitions. Ça veut dire quoi? T'as compris quand il t'a dit ça? Parce que moi, tu me dis ça, mais je comprends pas comment un athlète qui a fait les minima n'est pas exportable.
Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit À pourquoi ce il dit ça? moment-là, non, je sais pas, je comprends pas, mais bon, comme j'étais jeune, je n'avais pas encore toutes les connaissances. T'as pas cherché Je à je vraiment je sais pas ce que comprendre? ça veut Ouais. dire, exportable. Moi, je suis là, je fais ma compétition, je suis compétitif, je vois pas ce que ça veut dire, quoi. Mais je l'ai compris bien après, les propos que ça voulait dire. Mais il y a d'abord cet épisode où j'arrive aux Jeux Olympiques, donc j'avais quand même un petit peu. On parle de rêve, on parle de ceci, on parle de cela. J'avais mis ça un peu de côté parce que j'avais l'impression d'aller au jeu comme une pièce Mm. rapportée, quoi. Est-ce que c'est comme aujourd'hui où c'est un départ groupé? Vous êtes partis en équipe? Oui, 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 toute l'équipe de France d'athlétisme est partie. Ce fameux DTN est réservé à un camp d'entraînement à 200 km de Los Angeles. Le bled, il s'appelle Escondido, je m'en souviens encore, oui, je me souviens de cette époque. Vous étiez tous logés au même endroit? Dans une espèce de petite université. Bon, il y avait un stade, il y avait une salle de muscule, mais que des appareils, donc rien pour moi. Pas de terrain de lancer, pas d'engin, rien du tout. Donc que des appareils, parce que toi, tu n'utilises pas d'appareils, toi, Nous, c'est souvent c'est des type. barres libres, type À l'époque, haltérophilie. c'était type haltérophilie, la D'accord, musculation un petit peu différente, mais c'est d'accord. le même principe de travail. Et donc, j'arrive là-bas, rien du tout. Pendant 10 jours, j'ai pas pu m'entraîner une seule fois. À 3 semaines des Jeux, pendant 10 jours, impossible de s'entraîner, il n'y a rien pour moi. Donc ni terrain et ni salle de muscu. Tu pouvais contacter ton coach ou ta famille Ah bah, à l'époque, c'était pas comme maintenant, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de WhatsApp, on n'avait rien. Il faut replacer Mm. l'époque, hein, il y a 40 ans quand même. Et Donc 10 jours sans 10 jours entraînement. à tourner en rond, à manger dans un. En plus, non, mais franchement, vous avez de la chance, vous, on fait attention à ce que vous mangez, Mm. vous êtes suivi, etc. Nous, c'était steak frites tous les jours dans un resto de cet endroit. Enfin, C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître absurde un peu, tu vois, ta situation. Ça a énormément évolué, heureusement, mais c'est vrai ah ben, que j'ai c'est du le mal jour à et la nuit, imaginer. ce qu'on Bah oui. on bouffait dans ce. Parce que le DTN ne voulait pas qu'on aille au village olympique, parce que ça coûtait trop cher. Donc le fait d'être un peu à l'écart, ça réduisait un peu les coûts. Hein, et on y allait 4 jours, 5 jours avant le début De la des Jeux. compétition. Non, des Ah, des Jeux. jeux? Le tout début, enfin, il y avait eu l'ouverture, on y était là après l'ouverture. D'accord. Et bon, je pleurais tous les jours auprès de ce fameux personnage qui était responsable. Je veux aller au village olympique, je veux aller au village olympique, je veux aller au village olympique. Pff. Puis 10 jours après, il arrive, il me dit, tiens, on m'a ramené un marteau. Un marteau pour homme. Bon. Et on découvre dans l'université un espèce de plateau avec un champ qui allait direct sur l'autoroute. Ah. Bon, il y avait un peu de distance, hein. Bon, une poignée avec un tube dedans, ça glissait, ça roulait dans la main. Pas de cage, bien sûr. Et enfin, je vais pouvoir faire une séance, donc première séance. Bon, ça, je suis content, il faisait 35 degrés, mais bon. Deuxième séance, on arrive, dimanche matin, devant l'aire de lancer, le marché. Ah. Ben, j'ai lancé quand même. Il y avait le marché, mais j'ai lancé quand même. Je ne peux pas rester sans lancer, c'est pas possible. Ah la vache, mais c'est hyper dangereux parce qu'en plus, sachant qu'il n'y a pas de cage, Il n'y a pas de cage, et en plus, la poignée, c'est pas des poignées que ouais, vous connaissez. Hein, il y avait un tube dedans, ça roulait dans la main, c'était horrible. Et donc, il fallait faire attention déjà de pas qu'il se barre le marteau, et puis la sécurité. Bon, alors là, Mais les autres sont où? Les autres, tes attends, concurrents? ouais, ouais, On fait une compétition à San Diego, combien de temps avant les jeux là? une semaine avant les Jeux. Ok. On fait une compétition à San Diego, c'était super, vraiment magnifique. Et je fais 72 mètres, donc Ta qualification, elle était à combien? T'avais lancé à combien là, ben, j'avais fait 76. Ok. Là, je fais quand même 72. Ok. La barre de qualif pour la compétition, la barre de qualif, c'était 72 mètres. J'ai dit, bon, ça va. Bon, je peux au moins tenter de passer, Donc parce que là, j'espérais rien du tout, parce que 4 jours avant, on arrive au village olympique. Je rencontre une personne qui s'appelait Jacques Dudal,
qui a été DTN, lui, dans les années 76-78, qui travaillait pour la coopération en Afrique. Il me dit, ah, viens, on était à USC, l'équipe de France, on était à USC, juste au Coliseum. Et là, l'entraînement, pareil, il n'y avait rien. Il me dit, non, mais viens, on va à UCLA. Donc il fallait prendre le bus, traverser Los Angeles, et là, je suis tombé au paradis. C'était à combien de temps de trajet? Est-ce que tu as 40 minutes, 1 heure de trajet pour y aller. Donc tu as pu le faire tous les jours jusqu'au début de la Jusqu'au compétition? jeu. J'ai essayé de rattraper un peu de retard. Et là, on est à peu près une semaine des Jeux encore, quelques jours même. Quelques jours, ouais. D'accord. J'ai pu faire 3 entraînements seulement avant le début des Jeux. Ok. Mais t'es dans quel état d'esprit à 22 ans? Tes jeux se passent comme ça? Tu Bah, t'attendais pas à ça, forcément. Donc, t'es dans quel état d'esprit pendant cette dernière semaine-là Ben, la seule chose qui comptait, c'était de pouvoir s'entraîner, c'est tout. Je ne pensais pas à la compétition, je ne pensais pas que c'était les Jeux, je pensais à rien. Il faut absolument que je m'entraîne. J'ai pris trop de retard. 10 jours sans rien faire, c'est énorme. Enfin, tout athlète de haut niveau qui s'arrête 10 jours avant la compétition, même au jour d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc là, les Jeux, j'y pensais même pas. Bon, et là, au paradis, quand je suis tombé au paradis à UCLA, une cache par-ci, une cache par-là, une cache par-là, une cache par-là. Et tous les étrangers étaient là. Tous mes collègues étaient là. Il y avait des marteaux dans chaque machin. Je vais en salle de musculation, à UCLA, je tombe dans une salle, j'ai fait 3 fois le tour de la salle avant de savoir où j'allais m'installer, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait multiplier par 10, par 20, c'était hallucinant. Trop tard. Bon, quand même, les Jeux... Je vais au Calife, j'y vais tout seul. Le responsable, ni le DTN, ni ce responsable des lancers ne m'accompagne, j'y vais tout seul. Alors, juste pour repréciser, la qualification, ce que tu disais tout à l'heure, là, c'est pour passer en finale. Donc, en fait, Ouais. il y avait 2 concours à ce moment-là. Ben, il y a le concours de qualif où tu as 3 essais. Il y avait 2 groupes. Tu sais, Il y a 2 groupes. Ok, donc il y a 2 groupes de lanceurs. Vous êtes combien dans chaque groupe? On était 45, donc 45 divisé par 2, je ne me rappelle plus. Oui, vous êtes une vingtaine de par lanceurs groupe. dans chaque groupe. Ouais. il y a combien de places en finale? Voilà, et pour passer en finale, donc pour Il faut être dans passer les 12. qualifs, il faut être dans les 12 premiers. Donc il n'y a Ouais, pas les 12 premiers. de distance, il faut juste être dans les 12 en fait. Il faut être dans les 12. Si tu passes la barre de qualif qui était à 72, il y a tu es quand même une qualifié distance. automatique. Ok. Après, s'il reste des places, s'il n'y en a pas 12 qui ont fait le minima de qualification, ils repêchent en dessous. D'accord. Donc, Donc 12 pour la finale. Je suis dans les 12, il n'y a pas de problème. Super. Je repars. Le lendemain, je vais en finale tout seul, comme d'hab. Donc qualif tout seul Finale tout et seul. finale tout seul. Bon. Il est où cet entraîneur à ce moment-là et comment toi tu... Je comment ne sais toi pas tu où il est. le vis? Moi, Parce de toute que- façon, j'avais fait une croix sur lui. Enfin, je veux dire, c'était. Ok. Moi, j'avais trouvé Jacques Dudal. Donc, je me fiais à ses conseils, qui avait l'habitude de pratiquer les jeux, qui avait fait beaucoup. Donc, j'ai une confiance absolue. C'était mon référent. Parce que aucun membre de la Fédé, que ce soit le DTN, ce gars-là, il n'y avait personne, quoi. C'était hallucinant. Puis la petite anecdote, quand même, ça peut faire rire tout le monde. Et j'aime bien la raconter. Quand j'arrive au Calife, là, par contre, j'étais fier. Là, j'ai dit, c'est le début des Jeux. Là, il y a un beau survêtement avec un coq magnifique. Et là, je rentre dans la chambre d'appel. Tout le monde me regarde, tout le monde se met à rire. Je suis mal habillé. J'ai il y a quelque chose qui pend. Je me sois discrètement au siège. Il y a le contrôle des juges pour voir si tout ce que tu as déclaré, c'est bon, le maillot, les chaussures, les gants. Au Calife. Je passe le Calife. Je m'en vais. Le lendemain, je reviens. Là, stupeur de la part des 11 autres concurrents. Stupeur. Il y a un Français qui est là. C'est exactement ça. Un Français qui est là. Il vous là. Oh. Est-ce que c'était majoritairement des pays de Bah, l'Est? il y avait des pays de l'Est, américains, italiens, allemands. Bon, la finale se passe, je termine 8e. Après, mon classement, c'est 7e, parce qu'il y en a un qui s'est fait, en finale, qui s'est fait prendre. Donc, mais dans le concours, je suis 8e. Pour dopage, il s'est fait prendre Ouais. pour dopage. Et là, il y a un Italien, un ours barbu,
il vient me voir. Stéphanie. C'est pas français, ça. Bah, je suis italien, moi. Ah, mais fallait le dire. Fallait le dire. Et après, j'étais invité dans tous les meetings parce qu'ils ne me considéraient plus à l'étranger. J'étais pas considéré, c'était ça qui est rigolo. J'étais pas considéré comme français, j'étais considéré comme italien. Et donc, italien, ça veut dire que tu t'entraînes, tu fais comme les autres, tu bosses, t'es pas un feignant de français ou un touriste. C'est impressionnant, c'est ce que ça voulait dire. Hein. Donc, tu étais considéré plus par tes adversaires qui sont devenus des amis. On est resté toujours adversaires, mais si oui, tu bien sûr. veux, quand j'allais en meeting, quand j'allais dans les autres championnats du monde et tout ça, j'étais considéré par les étrangers. Ils venaient me voir, on se disait bonjour, on s'entraînait ensemble, etc., etc. Enfin, je me sentais, au bout d'un moment, je me sentais plus français, effectivement. Je me sentais étranger. Cette reconnaissance des autres athlètes et des entraîneurs des autres pays, voilà, j'étais respecté, quoi. Et comment tu t'es senti, tu vois, après la compétition, au vu de comment ça s'était passé, le manque de considération de la fédération, comment tu t'es senti, est-ce que tu t'es pas senti un peu seul et abandonné quand même, parce que mine de rien, le DTN n'était pas là, tu l'as remarqué et tu nous le dis encore aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui t'a peut-être touché. C'est pas T'as fini, oui, été, l'histoire des Jeux. Tu vas voir que la fédération française de l'époque, c'était vraiment exécrable. Avec nous, les lanceurs, parce que je sors du concours, je suis interviewé par les journalistes, et le DTN qui débarque dans la sortie du stade. Oh, j'ai cru que t'allais pas passer, hein. D'un air agressif, méchant, et puis c'est barré. Bon, il est sympa. C'est vrai, si c'est ça l'esprit des jeux, voilà, c'est agréable. Et donc, oui, effectivement, après, tu te sens seul, quoi. Qu'est-ce que tu es là, tu te demandes pourquoi tu es là, tu as représenté la France, tu as honoré quand même ta sélection, tu n'es pas venu en touriste, et on te parle comme ça met un coup. Est-ce que ça représente quoi de faire finaliste au lancer de marteau pour la France, du coup, à cette époque-là? Donc, en fait, je suis le premier, au marteau, je suis le premier finaliste olympique, quoi. D'accord. Donc, c'était quand même... C'est une fierté pour toi, parce que en tant que petit Français, du coup, qui n'est pas forcément considéré par sa fédération, qui n'était pas attendu par ses adversaires, voilà, tu fais finaliste. Donc, est-ce que dans cet état d'esprit de colère et de solitude face à ta délégation, t'as pas quand même ce sentiment de fierté parce que tu es respecté et apprécié et presque validé par tes concurrents? Ça, oui. Mais si tu veux, la colère, elle y est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Pourquoi? Parce que si j'avais pu m'entraîner ces 15 derniers jours précédant les Jeux, moi j'étais compétitif et je suis sûr et certain que j'étais sur la boîte là-bas. Et donc ça, c'est une blessure. Et ce sera dur à refermer, celle-là. Parce qu'après les Jeux, tu fais quand même, après ces Jeux-là de Los Angeles, tu fais quand même 10 ans de carrière derrière. Ben, si tu veux, j'ai pas voulu lâcher. Moi, j'aimais ma discipline, j'aime l'ambiance que j'avais à l'étranger. J'étais heureux quand j'étais en compétition, et surtout dans les grandes compétitions. Donc, si tu veux, j'ai continué, bien sûr, parce que j'avais la volonté de continuer à prouver. Là, c'était dans ce cas-là, dans ce cadre-là, à prouver que ce que pouvait dire la fédération qui nous considérait pas bien, que bah non, moi je suis compétitif. Après ta carrière, pardon, on voudrait basculer sur ce qui s'est passé, sur cette décision de mettre fin à ta carrière. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu as décidé de t'orienter vers ce métier-là? Le jour où où tu t'es dit stop, pourquoi déjà? Pourquoi tu t'es dit stop? Bien, j'arrive à 32 ans. Je fais mes derniers championnats du monde à Stuttgart en 93. Puis là, je me suis retourné. Toi, tu allais arriver. Je me suis retourné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais?
un enfant va arriver, ma carrière s'est terminée. J'aurais pu continuer jusqu'à 35, 36 ans, mais j'ai dit non. Maintenant, voilà, il y a un enfant qui va arriver, bah, il faut travailler, etc., etc. Donc j'ai mis fin à ma carrière à ce moment-là, à 32 ans. Et puis j'ai commencé à travailler comme... qu'est-ce que j'ai fait comme métier? J'étais jardinier à Versailles. C'est sympa. Et du coup, la ville me demandait de m'occuper aussi du club de Versailles. Et j'ai commencé à entraîner comme ça. Et puis après, je me suis dit, ça vaut le coup de se lancer là-dedans pour éviter que des athlètes qui vont arriver à un certain niveau, si je forme, si je récupère, la volonté de former avec une culture différente de celle que j'ai eue, de les orienter aussi bien sur le sport, mais aussi sur leur carrière, leur double carrière, et ce que j'avais pas eu, parce que il suffisait de se blesser en France à l'époque et on était oubliés. Je pense qu'encore maintenant c'est valable. Donc je me suis lancé là-dedans parce que j'ai dit si je veux former, je veux prendre des jeunes, je veux les former, je veux travailler là-dedans. Et puis très vite le succès est venu, hein, puisque j'ai eu des athlètes comme Florence, que vous connaissez bien, Florence Aizé, qui a été championne d'Europe des moins de 23 ans, et sa collègue qui avait fait 10e, Anne-Laure. Et mon souci, c'était pas seulement de les entraîner, c'était aussi de faire en sorte qu'ils ne soient pas à la rue, qu'il y ait vraiment ce double projet. Et par exemple, ces deux-là, je les ai envoyés aux États-Unis. Je me suis battu pour qu'ils partent aux États-Unis. Et la volonté d'amener des athlètes à un certain niveau, c'était aussi qu'ils aient une porte de sortie. Mon challenge, il est réussi. Parce que c'est pas seulement entraîner et vouloir entraîner un tel, ou amener des athlètes à un tel niveau, et puis voilà, bon, tu t'entraînes, et puis c'est tout. Non. Il y a une part de responsabilité qu'on a, et celle que j'ai pas eue à mon époque, j'ai voulu la travailler, bon, ça fait 35 ans maintenant que je travaille comme ça. Parce que c'est vrai que quand on était petite, je me souviens, il y avait toujours du passage à la maison, il y avait toujours des athlètes qui passaient à la maison. Tu construisais vraiment cette relation et professionnelle dans le sport pour les guider en tant que coach, mais aussi c'est comme si tu avais besoin d'avoir cette relation très personnelle avec tes athlètes pour les protéger. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je me posais pas forcément la question, il y avait du monde à la maison, c'était bien. Mais en grandissant, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais besoin d'avoir cette relation personnelle pour pouvoir bien faire ton travail. Mais c'est vrai que quand on regarde comment toi, tu as été accompagné, bah je me dis que peut-être que tu as voulu accompagner de la manière dont tu aurais aimé être accompagné. C'est possible. C'est-à-dire que, oui, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais très dur à l'entraînement, vous le savez. J'ai été très dur, Florence elle est repartie en pleurant, mon frère il est reparti en pleurant, j'étais très très dur. Moi aussi. Toi aussi. Mais derrière, pourquoi cette relation, il fallait qu'elle ait lieu? Parce que il faut, en même temps, ça permet ces moments-là d'expliquer les raisons, si tu as quelque chose à me reprocher, si j'ai quelque chose à te reprocher. On discute autour d'un verre, autour d'un repas, et puis on s'amuse, et puis voilà. Mais quand c'est le moment de l'entraînement, c'est l'entraînement. Mais c'est nécessaire pour moi dans la philosophie, et effectivement ça peut rejoindre ce que tu disais. Il fallait qu'il y ait, je ne sais pas si le mot est exact, une osmose, il fallait qu'il y ait des échanges, et la convivialité fait partie de l'entraînement pour moi. Donc effectivement peut-être que j'aurais eu besoin de ça à cette époque-là, mais ça n'existait pas. La culture que j'ai eue, moi, avec tous mes collègues étrangers, qui n'existe pas en France. En France, quand un athlète réussit, tu as tout le monde qui va féliciter l'athlète. Ce qui peut paraître normal. À l'étranger, jamais l'athlète est félicité, c'est les coachs qui sont félicités. Tout le monde va voir le coach si c'est un tel qui a gagné. Tous les coachs vont voir le coach de l'athlète qui a gagné. Si c'est un autre athlète, ça se passe comme ça à l'étranger. Et moi, dans les tribunes, je ne suis pas assis du côté français, je suis toujours assis avec tous mes coachs étrangers. Quoi. C'est fou, c'est resté ça. De la chambre d'appel jusqu'aux tribunes.
C'est toujours pareil, c'est naturel. Mhm. Pourquoi? Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette culture que j'ai appris à l'étranger, qu'on n'a pas ici, quand tu pratiques une discipline, quelle qu'elle soit, ça veut dire que l'objectif, c'est de performer et c'est d'aller aux Jeux Olympiques. C'est ça. Si tu as choisi telle ou telle discipline, tu t'entraînes, c'est pour aller aux Jeux Olympiques. C'est là, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le Graal. Il faut y aller, quoi. Donc tu t'entraînes pour aller aux Jeux Olympiques. Donc tu vas aux Jeux Olympiques, c'est pas une surprise. En France, on dit c'est ceci, magnifique, tu fais les Jeux, oh là 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 là, oh, t'as fait les Jeux, tu te rends compte. Non, dans notre culture, nous, t'as bossé, tu t'es entraîné, t'as pris des risques, t'as sacrifié des choses. Tu vas aux Jeux, c'est normal. Mhm. C'est normal. Il n'y a pas à se dire, oh là là, voilà la culture que j'ai moi. Donc quand on parle de jeux, bon, d'accord, c'est bien, ce ne soit pas en France, on glorifie, etc. Mais non, nous, et donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'à l'étranger, tu apprends le respect, tu apprends une forme de respect, tu respectes ta discipline, tu respectes ton entraîneur. Tu vois, donc c'est. Par rapport à ce que tu dis là pour les jeux, c'est marrant parce que c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme ça que tu nous as éduqués, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu vois, moi, moi, je rêvais de faire les jeux parce que bah, quand on était plus jeune, on vivait qu'à travers l'athlé, à travers toi, à travers l'athlé. On te suivait vraiment comme ton ombre en compétition. Voilà, tu nous as conditionnés. Moi, je dis souvent ça, c'est que malgré toi ou pas, je sais pas, mais ton éducation sportive sur nous a conditionnés à être des championnes. Et moi qui ne suis pas forcément très scolaire par rapport à Audrey et Juliette, pour moi c'était mon plan A, mon plan B, mon plan C. Enfin, le sport c'était mon plan, mais parce que j'avais été éduquée comme ça avec toi. Et effectivement, les jeux, mes premiers jeux, c'était la réalisation d'un rêve, mais parce que j'avais que ça comme objectif dans ma vie. Et en même temps, quand j'y suis allée, c'était pas une normalité, mais c'est un peu ce que tu dis là. Je me suis dit, mais en fait, je suis là où je dois être parce que j'ai travaillé pour ça. Et Voilà. c'était normal, mais en même temps extraordinaire. Oui, Parce oui, que bien sûr. bah, j'ai aussi la mentalité, peut-être comme tu dis, à la française, qui met les jeux bah, comme objectif ultime. Mais j'ai quand même savouré les jeux comme un événement inédit et hyper important. Mais en même temps, comme toi tu l'expliques, euh, je l'ai aussi normalisé parce que c'était dans ma suite logique Hum, à moi, tu vois, bien sûr. dans mon plan de vie. Mhm. Il fallait que j'aille au jeu. Je savais que j'allais aller au jeu, il fallait que j'aille au jeu et je voyais pas autre chose. Donc en fait, j'ai un peu Mhm. cet aspect-là de normaliser le fait de réaliser une grosse compétition parce que tu as travaillé dur. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis devenu entraîneur, pour éviter que les jeunes évitaient qu'ils aient des illusions. Euh, dans ton développement à toi, j'ai l'impression que l'impact de ta carrière, enfin que ta carrière, pardon, a eu un impact hyper important sur la personne que tu as été et que tu es en tant qu'entraîneur, qui donne de ta personne, de ton temps, de ton énergie, plus pour les autres que pour toi. Non, mais tu as parfaitement raison. Tout en sachant que j'en ai parfaitement conscience. Mm. Je le sais. Je le sais. Mais je Je sais le que tu sais. sais, on en a discuté. Enfin, tu sais, c'est des Et discussions c'est. qu'on a eues Bah oui, aussi. mais Et c'est extrêmement difficile. ouais. C'est extrêmement difficile parce que trouver le curseur pour équilibrer entre la vie de famille, s'occuper des enfants et le curseur avec le métier d'entraîneur et tout ça, le curseur était difficile. Et surtout que quand c'est la pleine saison, vous connaissez l'athlétisme, comment ça fonctionne, mai, juin, juillet, août, voire septembre. Euh, une petite anecdote, parce que Juliette, tu t'en souviens peut-être pas, mais quand j'ai deux athlètes qualifiés à Sydney, Christophe et Victor, qui sont qualifiés pour les Jeux de Sydney, Juliette devait arriver vers le 15 septembre, c'était programmé la naissance. Et
et maman était d'accord à ce moment-là. On était voir le médecin pour voir si c'était possible de naître avant. Et donc c'était possible. J'ai été né le 5. Je suis parti derrière à Sydney pour accompagner mes deux athlètes. Il y a des circonstances comme ça qui font que on se dit j'ai peut-être pas été très sympa sur ce coup-là, peut-être pas été un bon mari ou quoi que ce soit, parce que je l'abandonne avec un bébé et moi je me barre 3 semaines. Mais tu as cette réflexion sur le moment parce que c'est pas Oui, évident, tu oui, vois. si. Je me dis, moi je me mets à ta place, tu Et, vois, c'est quand même une grosse compétition. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que les athlètes sont un peu égoïstes parce qu'effectivement, voilà, la vie de sportif de niveau, c'est une vie d'égoïste où il faut ah être oui, très bien complètement. Ah entouré. bah ça, complètement, ouais. Mais la vie de ceux qui entourent les athlètes aussi de haut niveau ont des vies aussi d'égoïstes parce que leur vie à eux est également rythmée par les compétitions de leurs athlètes. Et sur le moment, on a tendance parfois à oublier les gens qui nous entourent, donc les compagnons, les compagnes, peut-être les enfants aussi de temps en temps, parce que tu cours après ces compétitions. Donc sur le moment, tu vois, le moment de la naissance de Juliette, toi, tu as conscience que tu abandonnes, entre guillemets, Oui, femme et oui. enfant, ou est-ce que tu t'en rends pas compte Si, si tu veux, le combat, ça a été de trouver une stratégie pour éviter que maman se retrouve toute seule. Donc mes parents étaient venus, ils étaient restés le temps qu'il fallait. C'était une solution comme une autre, mais je pouvais pas prendre des nouvelles tous les jours parce que à cette époque-là, même en 2000, c'était encore limite le portable, les premiers portables où on entendait quand on arrivait à appeler en France, on entendait toum, 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 toum. Ah oui. Oh, c'était rigolo. Donc on ne pouvait pas appeler tout le temps. Ça coûtait extrêmement cher, quoi. À l'époque, des appels comme ça. Donc, Mais est-ce que c'était vraiment que la passion qui t'animait et qui te faisait t'investir autant, ou est-ce qu'il y avait toujours cette vengeance un peu... c'est une vengeance. C'était une vengeance, même à travers tes athlètes, Ouais, c'était une vengeance? c'est une vengeance. C'est Ok. sûr et certain. Et comment tu vivais cette vengeance? Qu'est-ce que tu ressentais? Le C'était de la fait que mes colère, athlètes, le fait que mes athlètes que je forme aillent que je forme du début, aillent jusqu'à ces compétitions-là et que je les accompagne jusqu'au bout. Pour leur montrer Comment faire? comment faire quelque part. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que ton investissement a payé d'une manière. Tes athlètes, tu les as emmenés dans les championnats internationaux. Tu as été élu meilleur coach européen, je crois. Meilleur coach européen, Parce que cette année-là, tu avais amené une athlète au championnat du monde sur le podium et tu avais amené aussi ta fille sur le podium européen. championne d'Europe junior, championne d'Europe espoir, Audrey championne d'Europe junior, championne d'Europe espoir, troisième au championnat du monde pour Alexandra, et j'ai le podium africain aussi, les 3 filles, Oui. 1, 2, 3, donc Sur les l'Europe, 3 continents. sur les 3 Sur continents. 3 continents, tu as un podium. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment été suffisant un jour? C'est jamais suffisant. C'est jamais. Je suis toujours en quête de trouver la solution pour aller encore plus loin, pour progresser, je pense que j'ai un bon niveau, mais c'est sûr qu'il y a mieux encore à faire. Il y a mieux. Est-ce que finalement ta carrière, elle n'a pas continué? À D'une travers les manière- athlètes, Ouais. à travers... Non. Non? Non, parce que sinon j'aurais continué à lancer. T'as pas relancé depuis? T'as pas J'ai relancé tout essayé. de suite? Comment? T'as pas relancé? T'as mis combien de temps à relancer? Après ma fin de carrière, j'ai quand même dépanné. Vous savez comment ça se passe, les interclubs. J'ai toujours dépanné, coupe des lancers, des trucs comme ça. C'est des compétitions de club. Mais Le club j'ai- nous appelle en général parce que c'est par équipe. Voilà. Donc, il manque quelqu'un, tu ne peux pas remplacer. Voilà, ça, je l'ai fait. Mais depuis 2000, 2005-2006, j'ai dit stop. Il y a 2 ans, 3 ans, petite anecdote, j'ai voulu relancer quand même. On me demande, allez, ce serait bien. Je prends le marteau, je fais le prix de marteau, je l'ai rangé. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi de reprendre un marteau? Le cerveau, il a dit stop. Il dit stop. Je reprends la musculation. Tu sais, peut-être un médecin pourra l'expliquer, mais il y a, il y a, il y a un truc là qui te dit. Un interrupteur? Hein, Il y ouais, a- comme un interrupteur. Clic. Non.
T'arrives plus à soulever les barres, t'arrives plus à Je, lancer. je me dis, je vais faire un peu de musculation pour m'entretenir, etc. Mon mouvement favori, moi, c'était les squats. T'as fait combien en squat? Juste pour la culture. Ton record en squat Je ne sais pas si les gens peuvent savoir, j'ai fait 300 en squat, moi. complet? Bah oui, le cul C'est par terre. énorme. C'est C'est pas le plus pas- énorme, j'ai fait 5-5 à 270. 5-5. 5 5 fois séries de 5 à 270, en squat complet? complet toujours. 5 fois 3, 280, 3, 292, je valais 310, 320. Et qu'est-ce que ça fait d'arriver, après avoir fait ces perfs-là, et de pas réussir à soulever la barre? Mais c'est pareil, l'autre jour j'ai essayé, enfin l'autre jour, il y a, je ne sais plus combien de temps, 2 ans, je prends la barre sur les épaules, je me dis je vais faire un squat. Je prends la barre, je vais pour descendre, j'ai reposé la barre, clic, terminé. Mais ça te fait pas mal, parce que c'est ta passion. Si tu veux la musculation, à l'époque, il fallait faire de la musculation. On te disait, pour lancer loin, il faut faire de la muscu. Donc voilà, on soulève des barres. La souffrance que ça représente, c'est ça qu'il faut comprendre quand tu fais des barres à 300 comme ça, la souffrance que ça représente. Donc quand je me mets sous la barre, c'est la souffrance que je vois. Oh, Je repose, Waouh, la c'est souffrance. fou. et pourtant, c'est quelque chose que tu vas inculquer à tes athlètes aussi. La souffrance du haut niveau de manière Ouais, générale. mais différemment. Oui, bien sûr. Ouais. Parce bien que sûr, je me bien sûr. souviens que quand on était en musculation, j'ai jamais fait de max avec toi. Non, jamais. Ouais, oui, Jamais c'était tu m'as demandé une- de mettre le plus lourd que je pouvais supporter. C'est ce que j'essaie de dire, c'est d'apporter autre chose que ce que j'ai vécu, parce que c'était pas le bon chemin. Mm. Que ce soit sur la méthode d'entraînement, bon, c'était l'époque. Nous, notre méthode, c'était comme ça. Mais voilà, j'ai évolué là-dessus et j'ai fait en sorte que les gens tombent pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, la responsabilité qu'on a en tant qu'entraîneur, c'est pas seulement d'entraîner, de faire du social, d'aider, etc. Mais moi, j'ai toujours ça en tête. Ça ne me quitte jamais. C'est-à-dire, c'est la santé. La santé est primordiale. Que l'athlète, quand il arrête, à quel que soit l'âge, hein, il ne souffre pas du dos, il ne souffre pas du genou, il n'est pas une blessure, il ne s'est pas fait opérer. Il termine sa carrière en bonne santé, en bonne santé physique. Ça, c'est un créneau aussi qui fait partie de ma passion. Et il y a un point, papa, qu'on voulait aussi aborder avec toi parce que je pense que c'est hyper important. C'est un sujet qui touche énormément de monde de manière générale et beaucoup d'athlètes également sur l'après-carrière. C'est tout ce qui est tous les aspects négatifs, santé physique, C'est ce que j'essaie de mentale, dire tout à l'heure. Ouais. émotionnelle. Mhm. Et on voulait que tu nous parles un petit peu de tous les travers qui ont découlé de cette fin de carrière et qui sont arrivés progressivement. Dans mon cas, moi, personnel, le problème a été le fait que, je ne vais pas dire sombre dans l'alcool, mais que l'alcool était un élément important dans la suite de l'après-carrière, parce que, on aime faire la fête, on aime boire, on aime être convivial, donc on boit, et puis ça continue, et puis ça continue. Puis à un moment donné, les problèmes de la vie courante font que on se retrouve confronté à des difficultés, on boit un peu plus, et puis c'est pas bien, et puis on se sent mal, et puis voilà, ça dégrade la santé, et c'est très difficile de s'en sortir, et donc vous appelez ça une addiction. Ça devient une addiction à l'alcool. Pour nous, j'ai pas trouvé le mot contraire, enfin, qui ressemblerait plus à mon cas. Mais effectivement, c'est de l'addiction. Au bout d'un moment, voilà, on rentre dans un cursus. Et puis l'alcool, ça a un travers, c'est insidieux. C'est un produit qui fait que tu en as toujours besoin. Et puis c'est sûrement parce que l'alcool, bon, machinalement, tous les jours, tiens, un verre. Tiens, là, puis le Covid a fait du mal quand même. Hein. Le Covid, parce que, on fait rien, on s'entraîne pas, il nous manque quelque chose, on boit. Et puis, on se rend pas compte.
On ne se rend pas compte, on tombe dans un truc qui paraît normal. Alors, à un moment donné, on s'en aperçoit quand même. C'est pas bête. On essaye d'aller voir les médecins. Parce que tu vois, nous, je me souviens que dans l'athlé, de manière, non pas générale, mais surtout à ton époque, les lanceurs, vous étiez connus et réputés pour être de bons vivants, des gros fêtards. Donc, moi, mes premiers souvenirs d'enfance, on va dire, c'était à l'appartement, après une compétition ou un entraînement, je sais plus trop, mais c'était la fête, tu vois, c'était souvent la fête à la maison. Donc, l'alcool, pour moi, ça a été toujours très festif, mais voilà, c'était ça en fait. J'ai l'impression en tout cas que c'est essentiellement parti de là, de cet aspect festif de cette partie-là. Et en fait, c'est, comme tu le dis, apparu de manière plus insistante au fur et à mesure. Donc, à C'est un moment vrai. donné, il n'y a plus de fête. Il n'y a plus de fête. Donc, Mais il manque quelque chose, encore une fois, on revient toujours à des manques. en fait, c'est ça. Il manque quelque chose, bah, C'était la question. Est-ce que tu as compensé quand même un petit peu complètement, oui, tu bien vois, sûr. c'est toutes les sensations que procure le sport de haut niveau, donc les hauts, les bas, l'adrénaline qu'on ressent en compétition, l'après-compétition, les retrouvailles avec les adversaires qui deviennent des amis le temps d'une soirée, les coéquipiers qui deviennent également des adversaires pendant la compétition, mais des amis le temps d'une soirée. Enfin, tout le monde se retrouvait autour d'un verre. Et au fur et à mesure de la carrière, il y a plus ces pots de retrouvailles. Quand tu bascules en tant qu'entraîneur, tu retrouves la fête différemment, ou tu peux peut-être un peu plus te laisser aller parce que tu n'as pas de compétition à préparer. Et en fait, ce qui te semble festif, joyeux, bah, tu le ramènes à la maison. Exactement. Et il n'y a Ouais, plus je suis tout à personne fait pour d'accord. pour fêter avec toi. Ouais, exactement. Ça, c'est une période difficile. Ça a été une période très difficile parce que tu as l'impression d'être Seul. seul, abandonné. Tu as l'impression d'être abandonné. Tu te dis, on a vécu tout ça, et puis d'un seul coup, plus rien. Ça fait mal. Donc, et ce qui est dur de s'en sortir. Donc, je parlais des médecins, parce que les médecins, vous savez la version que j'ai sur les médecins, parce que au lieu de vous aider, ils vous enfoncent. C'est comme ça que toi, tu l'as ressenti parce que Chacun des médecins que j'ai vus sur ce problème, pour résoudre ce problème-là, euh, ça rentre pas. Ça paraissait contradictoire par rapport aux besoins que j'avais pour sortir de cette dépendance. Dans mon cas, moi, d'addiction, tu n'entends que des protocoles, ils n'écoutent pas ce que tu dis. Il n'y a pas d'échange, ils Ils n'écoutent pas. reconnaissent pas. Hein? Ils reconnaissent pas Ben non. ta souffrance. Donc j'ai dit stop, je me débrouillerai par moi-même. Et là, je m'en sors de mieux en mieux. C'est pas encore ça, mais je m'en sors beaucoup mieux et maintenant ça va. parce que avant tout ça, c'est vrai que comme tu le disais, il y a eu quand même une période un peu compliquée. Et moi, ce que je voulais te demander, tu vois, c'est dans cette période-là où nous, on avait quand même des échanges avec toi parce que ben, c'était hyper compliqué pour nous parce qu'on se sentait aussi démunis. Il y a eu une première phase, arrête-moi vraiment si je me trompe, hein, papa, c'est comme ça que moi je l'ai perçu en tout cas. Il y a eu une première phase où ça a été compliqué de te faire entendre qu'il y avait C'est vrai. un problème. C'est vrai. Il y a eu une phase aussi où on a tenté un peu par tous les moyens de t'aider, de t'accompagner, de t'écouter Je sais parce parfaitement. qu'on sait que bah voilà, t'as un problème avec les médecins. Quand ils te disent pas forcément ce que tu as envie d'entendre, quand tu es dans une situation particulière, c'est vrai que c'est dur de recevoir ce qu'ils te disent, surtout quand c'est des protocoles et pas de l'écoute dont tu as besoin. Donc il y a eu cette période-là où nous, on se sentait vraiment démunis. On a essayé un peu par tous les moyens, tu sais, on te mettait la pression, on a essayé la manière douce, on a essayé une manière un peu plus forte, on a essayé. Et dans ces moments-là, il n'y a pas eu de... Enfin, aujourd'hui, est-ce que tu sais si à ce moment-là, tu étais conscient quand même, mais tu voulais pas nous le dire, ou tu voulais pas te l'avouer, ou vraiment à ce moment-là, tu étais encore dans ce déni et dans le fait de croire que tu pouvais un peu contrôler tout ça. Forcément dans le déni, ça c'est évident. Parce que pour les personnes du coup qui entourent, ce qui est délicat, c'est qu'on passe dans un rôle d'aidant, en fait. Mm.
on n'est pas des soignants et tu rejettes, entre guillemets, l'apport soignant, donc médical, avec des professionnels. Mais du coup, ça nous met sur notre dos à nous, ce rôle-là. Et donc, on passe d'un rôle d'aidant à un rôle de soignant que tu n'écoutes pas. Et c'est comme si ton désir de vengeance avait trouvé une autre cible. Ouais, Et ton ouais, c'est désir pas de mal. reconnaissance avait C'est pas aussi mal. trouvé une autre cible. C'est pas mal. Mais pas ça mal. allait au-delà, en fait, de toi. Et ça allait au-delà aussi de nous. C'est-à-dire que finalement, tu n'entendais plus rien. C'est pas faux, c'est bien. Ouais. C'est une Bah période oui, qu'on oui, n'arrivait pas à comprendre. parce que tu te caches. Mm. En fait, tu te caches pour éviter tu essaies de t'isoler, tu essaies de trouver une solution pour éviter d'entendre des choses, tu t'isoles. Mais c'est ça le truc, c'est que il y a un moyen dans le médical de ne pas s'isoler. Mais tu voulais t'en sortir tout seul. Comme dans ta carrière, tu t'en es sorti tout seul. Ça, c'est sûr. C'est sûr comme et si... certain. Et je pense que c'est un pattern dans le sport, c'est-à-dire on doit s'en sortir tout seul à un moment. On est seul sur le terrain, même si on s'entraîne avec un staff, avec une équipe, c'est notre carrière, c'est notre performance, c'est notre blessure. Et c'est... Aujourd'hui, on est plus éduqué à demander de l'aide ou du moins à se tourner vers le médical. Mais à ton époque, il n'y avait pas de médecin du sport, il n'y avait pas de kiné, il n'y avait Les pas tout ça. médecins sont arrivés, les médecins qui ont commencé à vouloir mettre en place des structures, c'est assez récent. Il y a un médecin un jour, il vient me voir pour voir ce que je faisais. Ah, bah, je vais prendre ta tension, bah, je vais faire chier avec ta tension. Tiens, regarde ce que je fais en musculation, tu vas voir ma tension. Mais je me souviens que ça, tu nous l'as transmis aussi. Ouais, bah oui. Quand Oui, moi, parce je que suis arrivée dans une le structure... mec, qu'est-ce qu'il vient de faire chier à l'entraînement je voudrais prendre ta tension. Le mec, il fait 1m2, 3 kilos, il n'a pas de tension. Le mec, il est médecin. Attends, mais tu viens, dégage. Ah, mais... Non, mais c'est vrai, j'ai Ouais, vu mais ça. Mais Après, t'arrives pas t'as à un voir autre le médecin. bien que ça peut faire? Hein? T'arrives pas à voir l'apport que ça peut... Le mec, je suis en pleine. Mais au-delà du contexte, Le mec, oui, il t'es vient. un sac de Alors, muscu. s'il m'avait demandé en dehors là, il vient me voir à l'entraînement pour me faire chier à l'entraînement, Oui, prendre mais ma si tension. t'avais Non, demandé mais en dehors de l'entraînement, ça t'aurais aurait dit oui. peut-être, j'aurais réagi différemment, c'est Mais sûr. là, on est en dehors de l'entraînement. Pourquoi tu dis pas oui? Comment ça? Là, pour le après-carrière, l'addiction et l'alcool, on n'est oui, plus à oui. l'entraînement. C'est toi qui prends rendez-vous et qui y vas. Donc pourquoi tu... Oui, je l'ai fait, ça. J'ai Oui, pris mais rendez-vous, malgré tout, c'était pas ce que tu voulais. Mais c'est vrai C'est la que... réponse en face qui va pas. Ouais. C'est vrai que tu avais essayé à un moment donné, parce que cette période-là, si, elle a duré. ouais. Tu te souviens à peu près quand est-ce que ça a vraiment décliné? Quand est-ce que c'est passé du côté festif C'est à une vraiment addiction? 2019, je dirais. Et là, donc, depuis 2019, ça fait quand même pas mal de temps, sachant qu'avant, tu avais quand même. Tu gardais peut-être ce côté festif, mais tu sentais que à la maison, tu pouvais aussi boire quelques verres solo. Euh, et tu as essayé à un moment donné, je me souviens parce qu'on te mettait quand même beaucoup la pression là-dessus. Audrey et Juliette, quand vous étiez en structure toutes les deux et que c'est toi qui t'occupais d'elle, je me souviens qu'il y a eu un moment où Non, mais on a tapé du poing et on s'est dit maintenant, tu vas Nathalie te a fait faire le aider. maximum aussi. Hein. Ta compagne. Et Ouais, ma compagne a fait le maximum aussi. Hein. Parce que moi, pendant un moment, je pensais que c'était par rapport à l'arrêt de carrière. Non, absolument pas. C'est vraiment, à un moment donné, sur les problèmes vraiment extra-sportifs qui ont fait que les difficultés rencontrées, vous savez, le divorce, Elisabeth et tout ça, fait que... Tu vois, un des médecins que j'avais vu, lui écoutait pour éviter que j'ai des problèmes, j'ai besoin de dormir. Je suis fatigué avec Elisabeth, avec l'entraînement, avec les voyages, les trajets, je suis fatigué. Il dit, ce qui serait bien, c'est que je puisse dormir la nuit et que je puisse faire une petite sieste à un moment donné. Donc j'ai besoin de quelque chose qui me permette
De dormir, tout simplement, parce qu'avec Elisabeth, à un moment donné, je dormais plus. Hein. Vous savez les problèmes qu'elle avait sur une période. Et le médecin, elle avait refusé de me donner quelque chose. Alors, il m'avait fait des anxiolytiques. Oh, je les ai jetés. Je les ai jetés, les anxiolytiques. T'as essayé? Oui, bien sûr. J'avais la tête qui faisait comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai revu le médecin. Je lui ai dit, mais elle m'a refilé un autre. Toi, il n'y avait pas la réponse. Il n'y avait pas la réponse pour stabiliser les choses. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la solution de facilité. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu prends la solution de facilité. Tu bois un verre de whisky, nickel chrome. Tu vois? Donc forcément, ça a des conséquences derrière qu'on ne voit pas, nous, et qu'on refuse de voir, etc. Mais voilà, il manque une réponse. Tu cherches, tu vas voir, tu demandes, il n'y a pas la réponse. Ou alors un des addictologues, j'avais amené ma compagne avec moi à Paris, à Pardieu, à l'hôpital à Gare du Nord, là-bas, l'Hôtel Dieu. Que ce soit un grand spécialiste. Je balance tout. Mais pas... Bon, continuez comme ça. Hein. Juste un petit peu moins chaque jour. Ben oui, vous pouvez y aller. Hein. Il y en a un qui te dit d'arrêter complètement, ça ne te va pas. Lui, il te dit d'arrêter progressivement, ça ne te va pas. En fait, les médicaments, ça ne te va pas. Et les médicaments, ça ne te va pas. Alors du coup, est-ce que tu sais, tu vois, ce qui... Parce que toi, là, d'entrée, tu nous as dit... Je sais ce que j'ai besoin. Voilà, tu nous as dit d'entrée que tu voulais prouver que tu allais y arriver, que tu voulais prouver que tu pouvais avoir le dessus. Voilà. Et en fait, est-ce qu'en n'allant pas faire cette démarche d'aller voir un professionnel, tu n'arrives pas déjà avec une idée prédéfinie? Donc forcément, ce qu'il va te dire... L'expérience de 5-6 médecins que j'ai vus, aucune de ces expériences n'a apporté quelque chose... n'a fait sens pour toi. Mais vous n'êtes pas protocolaire en fait, et ça s'est vachement répercuté sur ta vie après, comme tu dis. Oui, ça a été une catastrophe, oui, bien sûr. En fait, c'est du défi, c'est du combat, c'est de la compétition en permanence. Et tu me l'as dit un jour, hein, tu me l'as dit un jour, tu veux prouver aux médecins qu'ils ont tort. Tu gardais cet esprit que tu as eu pendant toute ta carrière, là, de haut niveau, de vouloir gagner, de vouloir prouver. Tu veux prouver, tu veux gagner. C'est le problème que je tentais d'expliquer en début prouver à la fédération que, voilà, quand on est jeune comme ça, c'est là qu'on emmagasine le plus de choses comme ça et qui, effectivement, peut-être se retrouvent beaucoup plus tard. Quoi. Ce défi, cette volonté de prouver, de ne pas lâcher, de rien lâcher, etc. Et ça se transforme sur d'autres formes quand tu es plus vieux. Quoi. C'est symptomatologique du haut niveau, en fait. On passe sa carrière à devoir prouver, on est construit depuis... Parce qu'on doit commencer tôt, en fait. Donc on est construit, conditionné à prouver qu'on mérite de gagner. On est conditionné à gagner. Et en fait, après la carrière, on veut encore gagner. Donc on cherche une victoire. Toute victoire est bonne à prendre. Moi, j'explique souvent un truc, c'est-à-dire que très tôt, j'ai fait du haut niveau. Hein, à 19 ans, j'étais déjà... donc à un moment donné, surtout après les Jeux, tu te retrouves à un étage où, voilà, comment je pourrais dire, c'est le sport, c'est la vie, c'est ta vie, tu voyages, tu veux ceci, tu veux cela. C'est tellement haut. Voilà. Et après, quand tu as ta carrière, ça redescend. Brutalement. Mais, oui, quand tu es confronté au monde du travail, le monde du travail, moi, j'ai rien compris. Le monde du travail, quand tu es là-haut, où tu es libre, en fait, tu as une forme de liberté, tu dois rien à personne, tu es là-haut. Et quand tu redescends... Tu cherches à remonter. Oui.
Donc, sportivement, tu peux plus, donc tu cherches autre chose, mais tu veux être là-haut. Et l'alcool, c'était ce qui te rapprochait le plus Pour aller là-haut. C'est revenir un au palliatif, moment où- c'est un palliatif, c'est une déviation, c'est une autre route. Mais il faut être là-haut. Il faut être là-haut, même encore maintenant, il faut être là-haut. Là, en bas, je peux pas. C'est pour moi. C'est pas chez moi, c'est pour moi. Tu t'ennuies? Je te le dis souvent, hein, je te le dis souvent. Je peux pas. Tu sais, quand tu as été un certain... J'espère que tu vivras pas la même chose que moi, mais quand tu es là-haut et que tu redescends, ça fait drôle. Mais tu sais, moi, quand tu m'as parlé de tes jeux là, de 84, je sais pas si tu te souviens, mais quelques mois avant les Jeux de Paris, je t'appelle et je te dis, papa, raconte-moi un peu. C'était Ah la oui. première fois que je te demandais, tu vois. Parce que tu nous le racontais spontanément et je t'appelle à ce moment-là, peu de temps avant Paris, et je te demande de me raconter ces Jeux de 84. Je sais pas si tu te souviens dans la manière dont tu me les as racontés. On a fini en pleurs tous les deux au téléphone parce qu'en fait, tu me les as racontés avec tellement de passion, comme si c'était hier, comme si tu sortais des jeux, quoi. Hum. Et en fait, je me suis dit, ouais, je veux pas vivre ça. Non. Je veux pas, 40 ans après, encore, bah, tu vois, comme toi, quoi. Et en fait, c'est la discussion avec toi qui m'a permis d'appréhender différemment les Jeux de Paris. Parce que, effectivement, comme tu l'expliques, quand tu es au sommet, ou en tout cas que tu es proche du sommet, que tu es à quelques semaines du sommet, que tu es chez toi, que tu peux être au sommet chez toi, enfin, il y avait tout un contexte particulier qui faisait que le sommet aurait une saveur particulière. Euh, l'après, l'après, il est compliqué. Et ce que j'avais pas envisagé, moi, avant Paris, c'est de ne pas atteindre ce sommet. Donc c'est différent, C'est c'est différent, différent, mais mais de ne pas atteindre ce sommet, effectivement, c'est aussi particulier. Mais c'est la discussion avec toi qui m'a, juste avant les Jeux, je me suis dit waouh. Et tu prends de la hauteur, justement, tu prends cette hauteur-là où tu te dis, ben, en fait, le sommet, j'y suis déjà parce que c'est extraordinaire ce qu'on vit en tant que sportif de haut niveau. C'est extraordinaire. Et bah, les performances, les compétitions, c'est pas du plus parce que c'est ce pourquoi tu t'entraînes, mais c'est juste un confort supplémentaire sur le sommet sur lequel on est déjà en tant que sportif de haut niveau. Et je peux comprendre dans ton discours que redescendre brutalement et y rester, parce que c'est l'après-carrière, quand tu es plus sportif de haut niveau, voilà, hein, c'est assez violent. Bah, je peux comprendre que ça soit compliqué et que tu recherches par tous les moyens d'atteindre de nouveau ce la sommet-là. liberté, je dirais. Voilà. Exactement. C'est retrouver la liberté. Retrouver la liberté. Ouais, c'est très bien comme truc, ça. C'est vrai. Donc ça a enchaîné les problèmes, quoi, d'abord. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu as conscience maintenant, tu vois, c'est une discussion qu'on a aujourd'hui, mais qu'on a déjà eue, euh, pas de la même manière, mais là, j'ai l'impression que toi, ça va mieux. Est-ce que tu as conscience de ce que l'alcool t'a fait perdre, entre guillemets? Pas t'a fait perdre, mais les conséquences, voilà, les conséquences que l'alcool a pu avoir sur ta vie, parce que au moment où la vie se dégradait, comme tu disais, tu te cachais Hum. derrière tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, où tu t'en sors un peu mieux, tu as conscience de tout ce dont tu te cachais? J'ai toujours été conscient de ça. Toujours été conscient, je le sais parfaitement. Ok. C'est un peu aussi, ça permettait aussi, d'être là-dedans, d'éliminer les soucis, d'être dans l'alcool, tu vois, d'éliminer ce qui te gêne, ce qui était gênant. Et ça, c'est agréable. Parce que ça enlève le négatif. Ça permettait, je te dis, pour d'autres c'est la drogue, pour d'autres c'est la cigarette, pour d'autres c'est le cigare, moi c'est l'alcool. Ça chasse le négatif. Et ça, c'était passionnant. Et ça te permet de réécrire l'histoire avec que du positif.
je suis toujours dans le positif. Ouais. Toujours dans le positif. Tu m'entendras quand vous réussissez une compétition, que vous ratez une compétition, que vous êtes moyen à une compétition, je n'ai jamais été négatif et je ne serai jamais négatif. Tu vois, et quand j'étais dans cette mauvaise période, c'était pour chasser ce qu'on me mettait de négatif. Parce qu'en fait, tout ce que tu entends, qui est vrai, mais ça rentre négatif. Ça Tu rentre. retiens que le négatif. Et tu retiens, au bout d'un moment, tu retiens que ça. Donc en buvant, tu chasses. C'est pas bien non plus, c'était pas le bon chemin. Et c'est horrible parce que du coup, tu vois, ça nous rend également responsables un peu de tout ça. Parce que comme on le disait, nous, on savait pas forcément comment réagir face à ça. On savait pas comment Qui sait qui t'aider. peut le faire? Et en fait, comme, tu vois, on essaie de manière douce, être positive, à t'encourager. Manière moins douce, à peut-être te flageller parce qu'on cherchait une réaction, tu sais, ou on cherche une réaction, on cherche un déclic. Et ce déclic, enfin, ces paroles qu'on a pu avoir, c'est le négatif dont tu parles. Ouais, C'est le exactement. négatif que t'emmagasinais, Que que nous, j'emmagasinais. on t'infligeait Ouais, en essayant de te sortir la tête de l'eau. exactement. Tu vois? C'est Donc en fait, exactement ça. nous, on pouvait pas t'aider, sauf que bah, je pense que on était les seuls aussi à qui tu voulais bien parler, parce que les professionnels de santé t'en voulaient pas. Donc on était les seuls à qui tu voulais bien parler. Et en fait, on t'infligeait du négatif. Et même le positif, en fait, qu'on essayait de te... Ça marchait pas. Ça marchait pas. Très juste ce que tu dis. Et tout à l'heure, on parlait un peu du fait que l'alcool, ça soit banalisé dans le sport. Ensuite, tu nous as expliqué que, en fait, dans une carrière, tu atteins un sommet tellement haut qu'il peut y avoir qu'une chute. Et... Oh, pardon! Mais tu parles de la chute qui est inévitable finalement. Et tu parles aussi du fait que rien n'est adapté, même s'il y a des processus, des protocoles qui existent et des numéros qui existent pour les addictions. Et voilà, pour une personne qui ne vient pas du sport de haut niveau, il y a une aide adaptée qui est là et qui existe. Mais pour une personne qui vient du sport de haut niveau et qui a atteint ce sommet, tu n'as pas eu cette adaptation-là, ou tu ne l'as pas trouvée. On n'est pas préparé. Peut-être qu'elle existe, exactement, on n'est pas préparé, mais du coup, aujourd'hui, maintenant que tu commences à t'en sortir et à prendre du recul, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui pourrait aider d'autres? Parce que ça t'a touché toi, mais ça touche d'autres aussi. Ça touche moi, je pense que ça touche beaucoup de personnes et qui sont bien sûr anonymes ou lambda, forcément. Alors dans les cas comme le mien, c'est vrai qu'on n'a pas été préparé. Nous, c'est du brutal. C'est du brutal. Tu es là et puis tu descends. Il n'y a pas de pente qui te permettent, par exemple, tout simplement de rentrer dans le monde du travail. Tout simplement. À notre époque, hein. Maintenant, c'est quand même là-dessus, c'est quand même mieux accompagné. Et qu'est-ce que tu conseilles, enfin, qu'est-ce que tu préconises, qu'est-ce que tu encourages de faire pour atténuer cette chute? Maintenant, je trouve que bon, la société est quand même un peu mieux Développé au niveau de l'accompagnement sportif. Voilà, il y a quand même maintenant des gens. Tu peux trouver des psychologues, tu peux trouver des sociologues, tu peux trouver des fasciathérapeutes, tu peux trouver. Il y a une gamme. On peut appeler ça comme ça, c'est pas gentil pour eux, mais il y a quand même une offre pour les sportifs pour permettre vraiment d'enchaîner sur la suite qui est quand même bien adaptée. Hein. Il faut voir les époques. Hein. Nous, j'utilise une expression, c'est marche ou crève, quoi. Mais Donc, malgré tout, et je pense que c'est ça aussi qu'on peut retenir aujourd'hui de ton expérience, c'est que tu renvoies vers ces personnes-là aujourd'hui parce que tu as conscience que ça a changé, que ça a évolué et que c'est une option pour les sportifs aujourd'hui. Complètement. Et ça, c'est beau aussi. C'est hyper important. Ouais. Et il y a une offre dans
tous ces domaines-là, je parlais de sophrologie, machin, mais t'as des psychologues, comment on les appelle aussi, t'as Prépa mentale. des préparateurs mentaux, il y a vraiment différentes. Donc, dans la génération d'aujourd'hui, depuis quelque temps, il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce matériel qui existe, en fait. C'est du matériel, j'appelle ça. Ça peut que rendre facile les choses. Nous, on ne savait pas ce qu'allait être le lendemain. Mais j'avais écouté quand même les conseils de mes parents. J'avais passé quand même un diplôme technique. En cas d'échec, j'avais une porte de sortie quand même. Merci beaucoup, papa, parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas évident, je pense, à Je pense que j'ai répondu honnêtement. extérioriser. Ouais, mais c'est quand même vachement courageux de ta part, donc merci d'en avoir parlé. Merci d'avoir sensibilisé. On espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Post Carrière. Viens, on en parle. Merci à tous. Bye bye. Au revoir.